Waouh, super! Traduction mot pour mot de Far Out, tout droit sorti de Retour vers le futur, c'est le nom de la première keynote de la rentrée, annoncée par Apple pour le 7 septembre. Dans la deuxième partie de ce premier épisode de la saison, on va vous dire tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas sur les annonces attendues, la gamme iPhone 14, l'Apple Watch Série 8 et une nouvelle montre qui pourrait être l'Apple Watch Pro, mais aussi de nouveaux AirPods, Pro et peut-être Max, peut-être le retour du HomePod et Apple Classical. Beaucoup de questions, presque autant de réponses. Et parmi ces questions, pourquoi si tôt en septembre et pourquoi un mercredi ? Pour commencer, dans un instant, retour sur un été pas si calme, récap des 6 semaines écoulées depuis le début des vacances, du retard d'iPadOS 16 au dernier bêta d'iOS 16, de Stage Manager pas prêt au feuilleton des préférences des réglages système de macOS 13 Ventura, en passant par le bannissement d'un père de famille par Google pour l'envoi d'une photo pourtant demandée par le pédiatre de son enfant. On a rangé les maillots de bain, mais les tongs, pas encore. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 101e épisode d'iWeek, la semaine Apple. Je vous vois, vous êtes en forme les amis, en ce mardi 30 août, date à laquelle nous enregistrons. C'est la rentrée du podcast hebdo de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. C'est aussi le début de la saison 3. Et ça commence à devenir sérieux, n'est-ce pas la team ? Salut les amis ! Hello. Salut capitaine. Hello. Pourquoi c'était pas sérieux avant ? Oh. Si, on va essayer de pas être trop sérieux non plus, hein. Salut Fabrice. Salut Benjamin, salut à tous. Très très content de faire la rentrée. Enfin, les vacances, il y en a marre. Hein. Bah oui, ton cartable il est où ? il est presque prêt, il faut que je le lustre encore un peu. Bon, Fabrice Neumann, mentor en technologie. On te retrouve sur Twitter @Fabrice Neumann et sur ton site web. Et oui, toujours pro-fusion-conseil au pluriel.fr. Très content de te retrouver, Fabrice. Salut Ellie. Hello, bonsoir Benjamin, bonsoir la team et bonsoir à tous. Hello, Ellie Habitbol, cofondateur du groupe MCS, avec plusieurs Apple Premium Resellers à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Tu es d'ailleurs toujours aussi président des APR en France, Ellie. Respect. Il paraît, mais je comprends toujours pas pourquoi ils m'ont oublié. Maintenant, je suis retraité et tout. Je suis toujours président, mais le jour où il va falloir que je passe les clés de la boîte à quelqu'un, je sais pas si je vais être là. Hein. Bon, écoute, en tout cas, tant que tu y es, on en profite et on te garde. Et salut François Le Truedic. Salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Et puis tu dis 3e saison, j'ai envie de dire, on pourrait aussi cumuler les années Watch, hein, parce que c'est vrai que c'est pas que 3 ans, ça fait un peu plus quand même. Ça va faire 10 ans. Voilà, je n'ai pas envie de les oublier, ces bonnes années. C'est vrai, presque 10 ans que j'ai créé iWeek à la télé pour le podcast. C'est vrai que ça n'est que la saison 3, mais l'histoire, elle est bien plus ancienne. Bon, et toi, c'est une nouvelle vie pour toi en cette rentrée ? Oui, j'aurai l'occasion d'en reparler bientôt. Je suis un peu à l'arrache pour pas mal de petites choses, donc les choses vont se mettre en route au fur et à mesure. Là, pour l'instant, tu vois, je suis encore dans les finalisations de mes installations, de mes 84 iMac des salles informatiques, vu que j'aurai l'occasion encore cette année de gérer le parc. Et donc avec les petites nouveautés un peu désobligeantes, des trucs qui marchaient avant, qui ne marchent plus, donc faut trouver des nouvelles solutions. Bref, classique quoi. Bon, François Le Truedic, enseignant et en train de se mettre à la formation. On en reparlera évidemment avec toi pendant cette saison. Les amis, c'est le bonheur de vous retrouver en cette fin du mois d'août. C'est vrai que vous avez l'air super en forme, là, je vous vois, et ceux qui sont sur la version vidéo sur YouTube peuvent le constater aussi. Le contester, oui. Peuvent le constater. Non, Benjamin, ça va rester celui-là. Tu le coupes pas celui-là. Hein. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est le bonheur aussi de vous retrouver, vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci de votre fidélité. Hein. Certains depuis presque 10 ans, certains depuis ce mois d'août 2019 quand le podcast a démarré. Puisque c'est la rentrée, n'oubliez pas le petit frère de la semaine Apple, c'est la quotidienne iWeek, votre podcast quotidien, qui lui a repris lundi, et donc vous avez peut-être déjà 3 numéros de retard.
vous pouvez les rattraper parce que la quotidienne iWeek, c'est aussi gratuit. Alors pas d'excuses, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode du lundi au vendredi. Je vous rappelle le principe, 5 grosses minutes par jour à 2 voix. Ce mercredi, c'est toi François. Demain jeudi, c'est toi Ellie. 5 minutes avec les 5 infos Apple essentielles. Pour suivre notre actu et nos news Apple, un seul compte Twitter à suivre désormais, je vous le rappelle aussi, vous le connaissez, @iWeekNews. Et puis pour soutenir ces 2 podcasts gratuits, si vous appréciez le boulot que représentent ces 2 rendez-vous indépendants, boulot qu'on fait avec beaucoup de plaisir bénévolement, on vous propose de rejoindre la communauté iWeek sur Patreon, patreon.com/iWeek. On va laisser passer la keynote du 7 et on vous expliquera en détail ce qui va évoluer dans le courant du mois de septembre pour cette communauté Patreon. Et puis un dernier mot en ce qui concerne l'hebdo. Vous le constatez avec cet épisode 101, il arrive dès le mercredi. Ce sera le cas désormais chaque semaine puisque nous avons décidé d'avancer notre enregistrement de 24 heures. Et Fabrice, il a désormais lieu le mardi en fin de journée au lieu du mercredi. Ouais, alors du coup, on va déjà remarquer qu'il va y avoir une exception dès la semaine prochaine à cause d'Apple. C'est pas notre faute, puisqu'on va faire du coup l'enregistrement en direct pour la keynote. Oui, on a voulu faire les malins. On a voulu faire les malins et on a perdu. Au moment où on change, la keynote passe le mercredi. C'est ça. De nouveauté, c'est qu'on enregistre le mardi et puis on annonce aussi qu'on l'enregistre le mardi on l'espère que ce soit plus clair pour tout le monde qui nous écoute et qu'on se rende compte quand on parle de certaines news, que tout le monde sache à quelle date on en parle. Voilà, et donc la semaine prochaine, exceptionnellement, on vous retrouvera en direct mercredi dès 18h30 sur iWeek.news pour suivre la keynote avec nous. La keynote, ce sera le sujet de la deuxième partie de cet épisode de rentrée. Mais d'abord, on va commencer par le retour sur un été pas si calme. A tout de suite. C'est la fin de l'été et les vacances n'ont pas été si calmes que ça pour l'actu Apple. Alors je sais pas vous, moi j'ai un petit peu décroché et ce retour aux affaires à Paris a été l'occasion de me replonger dans ces 6 dernières semaines. Est-ce que vous avez été aussi assidu que d'habitude ? Moi j'ai un peu décroché, j'avoue. Ça fait aussi du bien. Ah oui. Ouais, ça fait du bien de décrocher un peu. C'est quand même le bon moment pour décrocher. Il se passe moins de choses. Il y a le cycle des bêtas dont on va parler, mais à part ça, il n'y a pas d'annonce grandiloquente. Même Samsung, qui essaye de faire des vagues un petit peu avant, présente un Fold 4. Tout le monde dit que finalement c'est la même chose que le 3, donc finalement il ne s'est rien passé. C'est ça, oui. Donc c'était bien qu'on pouvait se reposer sur nos 2 oreilles, c'était très bien. Bon, faut dire que choisir le 10 août pour lancer un nouveau produit, c'est quand même très coréen. Ah oui. Je sais pas si c'est coréen. Du en Nord tout cas, ou du peut-être Sud. que ça correspond. En tout cas, faut pas oublier quand même que ces annonces sont mondiales. Alors, il faut pas uniquement regarder ça par le petit bout de la lorgnette française, mais donc et justement. Mais en ce qui nous concerne, on travaille beaucoup plus en Corée, donc le 10 août, ce n'est pas un moment de calme aussi massif qu'en France en tout cas. C'est exact. Alors, on va revenir sur cet été un petit peu dans le désordre en prenant les infos de manière non pas chronologique mais par ordre d'importance. Et donc pendant ce mois et demi au ralenti, un certain nombre de dossiers ont continué d'avancer. On va récapituler ces 6 semaines en revenant sur les infos principales. On va commencer par le développement d'iOS 16 qui a continué avec une série de bêtas. On en est où aujourd'hui, Fabrice ? On en est à la bêta 8, la bêta développeur numéro 8 qui correspond à la bêta publique numéro 5. Donc la bêta publique, on rappelle que donc elle est ouverte à tout le monde, à ceux qui, avec précaution, rappelons les précautions d'usage que de ne pas installer ça sur son iPhone de travail, parce que ça peut jamais... Éventuellement, ça peut provoquer des problèmes. Moi, j'en ai installé 3 des bêtas. La bêta 5, là, elle est en bêta publique. Elle a l'air très bien. A priori, elle est très très proche de
de la version finale. La première bêta que j'ai installée, en termes d'autonomie, d'impact sur la batterie, c'était quand même très très sérieux, quoi. C'était vraiment pas bon. Ça tirait beaucoup sur la batterie. Ça tirait beaucoup, ça faisait chauffer mon vieil iPhone 10. Voilà, c'était compliqué. Donc voilà, c'est aussi ce à quoi il faut s'attendre quand on installe des bêtas. Mais voilà, donc iOS 16, on a déjà fait une émission ou deux sur les quelques nouveautés que ça apporte, mais voilà, c'est quasiment prêt. Là, pour le coup, on sent bien que le développement est quasi terminé quand même. Entre la bêta 8 et la bêta 7, il n'y a pas eu de nouvelles fonctions, il n'y a que des corrections de bugs. Ça, c'est plutôt à peu près comme il faut. Mais je sais que Ellie a quelques remarques sur le sujet. Ouais, alors je te passe la main, Ellie, mais d'abord François qui voulait dire un mot. Non, moi je rejoins ce que disait Fabrice. C'est vrai que moi je suis parti 15 jours en vacances et j'avais installé, je le confesse, la bêta publique sur mon iPhone unique et sur mon iPad unique. J'aime le Tu n'écoutes pas nos conseils. Si, la preuve. Non, mais voilà. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'attends les bêtas publiques. Allez, la deuxième ou la troisième version de la bêta publique, je considère que c'est à peu près mûr. Voilà, je prends le risque. J'avoue que je rejoins Fabrice, c'est plutôt stable. Moi, j'ai pas eu de mauvaise surprise. La seule limite, c'est effectivement la batterie, mais ça, on le sait très bien. Généralement, avec les bêtas, la batterie flanche un peu. D'autant que pendant les vacances, je suis passé sur un iPhone 13 mini. Je m'étais toujours promis de passer sur un mini à un moment ou à un autre, et je me suis dit, tiens, allons-y. Et la batterie sur l'iPhone 13 mini est quand même plus petite que sur l'iPhone 12 Pro. Et du coup, avec la bêta, j'étais content d'avoir la batterie MagSafe pour réussir à finir la journée. Parce qu'en gros, allez, je vais être honnête, sur les coups de 14h, 15h, je commençais à être un peu à la dèche de batterie. Bon, sachant que mon appareil photo communique avec le téléphone pour le GPS, mais c'était pas fou. Donc je vous confirme que sur la batterie, c'est un peu chaud quand même. Bon, mais est-ce que tu as regretté d'avoir installé la bêta publique sur ton seul iPhone ? Juste avant de partir en vacances, en plus. Voilà. Non, parce qu'il ne faut jamais avoir de regrets dans la vie, c'est important. Ok, c'est bien. Non. C'est bien de positiver. Non, plus. Voilà. Plus sérieusement, non, parce que j'avais envie de jouer avec et parce que c'est sur une période de vacances, c'est un téléphone qui jusqu'à maintenant, là dans les mois qui viennent ce sera pas le cas, mais me servait que sur le côté perso et très peu sur le côté pro. C'est pas un téléphone professionnel, moi c'est mon seul téléphone, donc je courais moins le danger. Maintenant clairement, si j'étais en prestation en période normale et que j'étais amené à devoir répondre à des clients, etc., là oui je me serais pas amusé à faire ça, parce que je peux pas me permettre d'avoir un téléphone qui fonctionne pas, quoi. Mais là dans le cadre de mon usage, surtout l'été, j'ai pris le risque, et là on voit vraiment que ça commence à être mûr, c'est plutôt satisfaisant. Ellie, est-ce que tu as craqué pour une version ou une autre ? Non, écoutez, j'ai été vraiment très très sage, et donc j'ai rejoint un club très sélect qui s'appelle les bêtas anonymes, un peu comme les alcooliques anonymes, et donc je me suis engagé à ne pas installer de bêta jusqu'à la sortie de la version finale, et je pense que j'aurai droit à un badge si j'y arrive, mais donc je n'ai installé absolument rien. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est magique, je vais découvrir ça. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors justement, il n'y a pas grand-chose, peut-être aussi parce qu'il y a des fonctions qui auraient dû être dedans, qui ne sont pas et qui ne seront pas dedans. N'est-ce pas, Fabrice ? Lesquelles et pourquoi ? avait été montré à la WWDC des widgets actifs qui peuvent être présents en bas de l'écran de Ellie. Ça s'appelle des Live Activities. Live Activities, en anglais. En français dans le texte, donc. Ça fait peur, activités en temps réel. Activités temps réel. Donc c'est comme qui les ne pompent pas du tout la batterie. On les connaît un peu, mais... Non, ça tue pas la batterie du tout, bien sûr. Ça sera pas dedans, t'inquiète pas. En fait, pour expliquer ce qui s'est passé, et ça rejoint pourquoi ces bêtas sont très stables dernièrement, c'est parce qu'Apple a décidé que les choses qui n'étaient pas vraiment prêtes pour être lancées ne seraient pas lancées avec la 16.0. Ils ont tout enlevé, comme ça c'est stable. Ce qui est dedans est stable et testé. Ce qui n'est pas dedans, c'est en cours de test. Ouais. Mais ça sera probablement donc, il n'y a aucune nouveauté, du coup. ou 16.2. Donc, alors, les Live Activities, c'est pour ceux qui... Ça rappelle un peu Contrôle universel, non ? Ouais.
Non, je dis, c'est le syndrome message iCloud, tu sais, qu'on avait eu 1 an après la présentation. Ouais. Bon, vas-y, Ellie, on voulait pas t'interrompre, pardon. Non. Pas grave. Donc les live activities, c'est ce petit widget effectivement qui apparaît en bas de l'écran et qui vous explique quand est-ce que votre Uber que vous attendez va arriver chez vous ou quand est-ce que votre pizza va vous être livrée. Enfin, ce genre d'activités qui méritent votre attention pour ne pas les rater sur les dernières secondes ou dernières minutes. Donc c'était très spectaculaire et très joli et ça sera probablement dans la 16.1. C'est pas tout, hein. Apple avait déjà prévenu que l'application qui s'appelle Freeform, qui est une application principalement pour iPadOS mais qui tournera aussi sous iOS, qui permet d'avoir un document, une sorte de feuille blanche où on peut très facilement mettre du texte, mettre des images, faire du graffiti, etc. Donc c'est une sorte de tableau blanc interactif. Voilà, exactement. Donc celle-là sera reportée à plus tard. Là, on n'a pas de date, mais c'est une app. Donc ça veut dire que pas besoin d'une mise à jour. Et la dernière chose importante, c'est que il n'y aura pas le support final pour Matter. Donc évidemment, ça, François guette ça de près, moi aussi. Mais ce n'est pas la faute d'Apple parce que dans iOS 16, il y a Matter, mais il y a la version préliminaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Comme le comité ne s'est pas mis d'accord sur la version finale pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a Matter en version finale, puisqu'il va évoluer certainement dans les semaines ou les mois qui viennent, et quand il sera finalisé, Apple mettra un Matter final. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vos appareils vont arrêter de fonctionner, pas du tout, hein. Ça fonctionne avec la version actuelle. Bon, Fabrice, est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui passent à la trappe, en tout cas provisoirement ? Non, pas que je sache. Et puis finalement, il n'y en a pas tant que ça, hein, parce que le Freeform, le tableau blanc, pendant la WWDC, ils avaient dit que ce serait plus tard dans l'année. Hein, donc, c'est ça. Donc que ce soit... Et comme en plus, on va y revenir après, iPadOS 16 a lui été officiellement retardé, et que le tableau blanc, c'est quand même essentiellement pour être utilisé quand même sur un iPad avec le Pencil et tout ça, hein, même si ça marchera sur l'iPhone, comme l'a dit justement Ellie. Finalement, il n'y a pas tellement de retard sur trop grand-chose. Et bah, c'est très bien. Et globalement, ça veut dire que... Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le nombre de nouveautés n'est pas non plus, ça casse pas des briques. Hein. Ouais. Bon alors, iPadOS 16, justement, tu en parles. Ça, c'est officiel. On est sûr qu'il ne sortira pas en même temps qu'iOS 16. Non, tant tellement même que la bêta actuelle d'iPadOS 16 s'appelle déjà iPadOS 16.1. Donc il n'y aura pas d'iPadOS 16.0. Là, ça c'est officiellement annoncé par Apple. Alors ils expliquent pas pourquoi, hein. En gros, ils vont pas dire on s'est planté, ça marche pas. Mais globalement, il y a eu donc une des nouvelles fonctions d'iPadOS 16 montrées à la WWDC, c'est Stage Manager qui permet de gérer des fenêtres, en gros sur iPad, comme ça ne l'était pas le cas auparavant, de faire même des groupes de fenêtres. Alors c'est aussi disponible sur macOS 13 Ventura, on en parlera après. Mais ceux qui ont utilisé, alors peut-être que François pourra nous en parler, puisque lui, il a installé ça sur un iPad. Ceux qui l'ont utilisé sont pas très heureux de ça. Ils trouvent que ça marche pas très bien, que c'est pas très efficace. Notamment un blogueur assez connu là, qui s'appelle Federico Viticci, qui a un site qui s'appelle macstories.net et qui est un très très grand utilisateur d'iPad, qui l'a utilisé pendant des années pour travailler, etc. Et qui a dit même, bon, j'ai essayé Stage Manager plusieurs fois, bah je l'enlève, j'attends que ce soit prêt, c'est pas prêt. Ouais, c'est quand même assez étonnant. François ? Ouais, mais c'était juste pour rebondir. Oui, effectivement, j'ai installé iPadOS 16, mais le problème, c'est que moi, je l'ai fait sur mon iPad mini, qui date du mois de septembre 2021, et qui n'a pas une puce M1, et on rappelle que Stage Manager n'est compatible qu'avec les iPad Pro M1 et les iPad Air M1. Et ça, pour moi, je comprends la limite hardware, mais à la fac, vous voyez, on a un iPad Pro, un 13 pouces. Je m'étais dit, cool, je vais l'installer comme ça me permettra de le tester. Bah non, parce que c'est un iPad Pro, c'est pas la dernière génération, c'est le processeur A12Z qui n'est pas compatible avec Stage Manager. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche une niche de personnes. Donc qu'est-ce qui aurait empêché Apple finalement de sortir iPadOS 16 pour tous les iPads et cette fonctionnalité la sortir a posteriori avec une 16.1 plutôt que de tout repousser? Je sais pas, au final, Stage Manager n'intéressera qu'une petite frange, je pense, des utilisateurs d'iPad. Ellie ? Il y a une autre raison.
Oui, il y a une autre raison pour laquelle ça a été repoussé au mois d'octobre. C'est parce qu'Apple en a un peu assez que les développeurs lisent dans le code des bêtas le nom des machines qui vont sortir après. Et donc, il y a des iPads en octobre. Il y a l'iPad 10e génération qui va arriver. Il y a probablement l'iPad Pro M2 qui va arriver. Et avec un peu plus de retard, il y aura certainement un iPad Air, peut-être un iPad mini, mais ça, on n'en a pas du tout entendu parler. Mais en tout cas, il y a au moins 2 iPads qui vont arriver en octobre. Et ça sera l'occasion d'iPadOS et d'une nouvelle keynote, peut-être avec d'autres choses. Bah oui, c'est ce que veut dire aussi le report d'iPadOS 16 à octobre, j'imagine. Absolument. Eli, tu penses vraiment que sur les iPads d'entrée de gamme, ils vont mettre une puce M1 dedans et que ce sera compatible avec Stage Manager ? Non, c'est juste qu'il y aura dans les dernières versions bêta qui sortiront, il y aura certainement du code pour, par exemple, le support de M2 dans iPadOS. C'est plus ça, hein, c'est pas Stage Manager. Hein. Ouais, okay. C'est juste que souvent, quand Apple sort une nouvelle machine, il y a une nouvelle version du logiciel. Donc, octobre, ça peut être un mois iPadOS. Si en même temps, ils montrent que Stage Manager marche comme Ventura, ça va sortir en même temps que Ventura. Ventura est prévu pour octobre, donc ça a un sens de le retarder, surtout s'il n'est pas prêt. Bon, on passe à macOS 13, Ventura. Quelles sont les dernières news, Fabrice ? Alors c'est pas officiel il me semble, mais a priori, c'est pas qu'il est retardé, mais comme vient de le dire Eli, il sortira donc pas en septembre, il sera pas en septembre, mais plutôt en octobre. Là aussi probablement d'ailleurs en compagnie de certaines nouvelles machines dont on évoquera peut-être tout à l'heure, mais avec les machines M2, des choses comme ça, et M2 Pro, M2 Max. Mais il y a une petite polémique autour de macOS 13 Ventura qui rappelle un peu celle, pour ceux qui ont suivi, il y a eu une polémique l'été d'avant pour iOS 15 et macOS 12 Monterey. Il y a eu une grande remise à plat de Safari. Et ça a quand même beaucoup grogné chez ceux qui ont utilisé les bêtas, parce que Safari arrivait avec des nouveautés. Alors c'était par exemple l'arrivée de la barre d'adresse en bas de l'écran sur l'iPhone, et puis surtout une gestion des onglets un peu modifiée, où du coup Apple avait enlevé dans Safari jusque-là, la barre d'onglets et la barre d'adresse étaient séparées, et là c'était les deux ensemble. Avec en plus toute l'interface de Safari qui prenait la couleur principale du site web visité, et ça a beaucoup gueulé en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, du coup on voit plus rien, la barre d'adresse est trop petite, etc. Donc c'était pas bien, et Apple est revenu, a fait pas mal de modifications, est revenu en arrière pour avoir le Safari qu'on a aujourd'hui, qui est quand même finalement plus proche de la version encore d'avant. Ouais. Et là, c'est un peu pareil avec le changement, donc c'est un des grands changements visuels, en tout cas, de macOS 13 Ventura, c'est les préférences système qui changent de nom pour devenir réglage système, comme par hasard, donc c'est très proche du mot réglage qu'il y a sur l'iPhone et l'iPad, avec quand même le mot système, bon, donc c'est toujours réglage système, mais surtout un grand changement visuel où le panneau de ce qui était les préférences est maintenant très à la verticale, et ça ressemble un peu à l'iPhone, à l'iPad, avec des hiérarchies en colonne. Et là aussi ça grogne beaucoup, un peu des mêmes personnes, un peu comme John Gruber, qui est un youtubeur aussi, enfin plutôt un blogueur connu, qui grogne beaucoup en disant c'est quand même pas très bien fait, c'est pas prêt, et en plus on est très très proche quand même de la date de sortie, et visiblement il y a encore des grandes erreurs d'icônes qui rentrent pas, de textes qui dépassent, illisibles, enfin bref, ça plaît pas du tout, quoi. Donc c'est à se demander où est-ce qu'ils en sont. Bon. Donc la rentrée pour les OS va être un peu rock'n'roll quand même. Hein. C'est beaucoup moins relax que ce qu'on a connu certaines années où tous les systèmes étaient globalement prêts pour le mois de septembre, quoi. Oui, sauf si les systèmes, au fur et à mesure qu'ils sortent, sont fiables, parce qu'on a souvent vu des sorties simultanées de tous les OS et une mise à jour dans les 48 heures. Du style la 15.01, 15.02, 15.03 qui arrive dans la foulée. Moi, je préfère qu'elles sortent à leur rythme, mais qu'elles soient fiables. Oui, moi aussi.
De toute façon, on se précipitera pas, sauf vous n'avez avec des pas le goût machines du de risque. test, hein, pour les essayer pour Non, vous. mais il y avait, on est plus, enfin, il y a eu une année, c'était avec iOS 13, où c'était vraiment important de faire la mise à jour de tous ces appareils en même temps, parce qu'il y avait un changement de format pour notes et rappel. Et quand on mettait pas tous ces appareils ensemble à jour, certains, si on était resté sur la version précédente, du coup on n'avait plus accès à ces rappels, plus accès à ces notes. C'était un peu le bazar. Donc là, c'est pas le cas. On peut mettre l'iPad à jour plus tard, ça n'aura pas d'incidence sur ça. Il va y avoir une incidence, juste un exemple peut-être, sur la fonction, l'application message. Dans iOS 16, on va pouvoir, il y a une des nouvelles, parmi les nouvelles fonctions, c'est on peut marquer un message donc comme un texto non lu, on peut l'envoyer et annuler l'envoi, mais ça va marcher sur l'iPhone un temps, mais ça ne marchera pas sur l'iPad. Donc, si on veut utiliser toutes ces dernières versions-là, on sera obligé d'attendre, et donc pareil pour macOS 13, d'avoir mis à jour toutes ces machines pour être sûr de pouvoir les utiliser, ces fonctions, sur toutes ces machines aussi. On passe à Apple TV+. Je crois que tu as suivi l'actu des séries, Ellie, cet été, et l'une d'elles a connu des drôles de problèmes, non ? Et oui, c'est une série qui va s'appeler La Dame du Lac, Lady in the Lake. Et l'intérêt, c'est qu'elle a comme actrice principale Nathalie Portman. Et Nathalie Portman, ça sera, si la série sort, sa première apparition dans une série télé. Pour l'instant, elle n'a fait que des films. Et donc, c'est tellement important. Oui, et beaucoup de pubs. C'est tellement important d'ailleurs pour Apple, c'est basé sur un roman qui a eu un énorme succès aux États-Unis, qu'Apple a commandé la série sans même faire un épisode pilote. C'est-à-dire que la série démarre direct. C'est bon. Et ils ont commencé à tourner pour respecter les lieux décrits dans le bouquin à Baltimore. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé le tournage et il y a des individus armés qui sont venus en disant « Vous arrêtez de tourner maintenant ou on vous tire dessus ?» Ce qui est quand même sympathique. Hein. Ils ont dit « Ou sinon, vous pouvez nous donner $50,000 et on vous laisse continuer à filmer, mais juste pour un moment. » Et donc, étant donné l'importance des certains acteurs comme Nathalie Portman, Apple a décidé sagement d'arrêter le tournage. Ils sont partis. Voilà. Donc, alors évidemment, ils essayent de minimiser. Les autorités de Baltimore disent non, mais c'est un groupe d'individus connus des services de police. Ok, sauf qu'ils se baladent dans les rues armées. Hein, donc, du coup, il faut comprendre la prudence de Tim Cook dans un cas comme ça, quoi. Donc, voilà. Bon. Donc, la dame est toujours au milieu du lac, quoi. Et elle n'est pas prête d'en sortir. Et elle va se noyer à la fin, non ? Bon, moi, j'ai une grande nouvelle. Avec la réalité virtuelle, peut-être qu'ils vont recréer Baltimore dans le métaverse. C'est ça. Les savoir. Bon, moi, j'ai eu le plaisir de profiter de l'été pour finir la saison 3 de For All Mankind. Yes. Dont le final est vraiment énorme. Quelles sont les nouvelles de For All Mankind, Fabrice ? Toi qui en es le fan numéro 1. La saison 4 a commencé à être filmée. Yes. Voilà. Je sais que tu échanges avec le casting sur Twitter. Parce que j'écoute. Alors il y a le podcast officiel qui est fait par. Voilà, évidemment, maintenant que tu m'en parles, son nom m'échappe. Chris Marshall qui joue le commandant Poole, qui fait un peu elle fait le podcast officiel de la série. Très très intéressant parce qu'on peut écouter des interviews des acteurs, des actrices, des producteurs, des créateurs. C'est vraiment vraiment très bien. Et du coup, j'ai commenté quelques-uns de ces trucs sur Twitter. Et puis, elle te connaît par ton prénom maintenant ? Pardon ? Est-ce qu'elle te connaît par ton prénom ? Est-ce que je sais pas, il faudra que je lui demande. Je ne sais pas. Fais attention, la femme de Fabrice écoute, Benjamin. Comment ? Fais attention, la femme de Fabrice écoute. Ah oui, je sais. Non, mais elle est fan aussi. Elle est au courant, oui. Elle est au courant. Et voilà. Donc voilà. Et une autre actrice de la série a annoncé sur Twitter le commencement du tournage. C'est Cindy Wu qui joue une autre. Et voilà, un autre personnage. Donc, bientôt. Je suis très impatient, vous le savez tous. C'est pour quand ? C'est pour 2023 ?
Ça va être 2023, oui, parce que vu la production que ça demande, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Ouais, il faut aller sur Mars à chaque fois, tout ça c'est long. Bon. Bah oui, c'est long. c'est sûr. Vous avez vu Encore faut-il décoller. Ellie et François? Oh oui, moi je la suis depuis le début. Les 3 saisons à chaque semaine, ouais. Ouais, assez génial. Une nouvelle qui te concerne, François, puisqu'elle concerne le monde de l'éducation au niveau mondial. C'est l'ouverture d'un portail de ressources, portail Apple dédié aux enseignants, Ellie. Oui, et même si l'URL, il y a marqué EN, en fait il est en français. Donc en fait c'est education.apple.com/en. Et en fait, c'est un portail qui est superbement bien fait. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. Bon, ça concerne principalement les enseignants, hein. Mais c'est un lieu, alors décrit, hein, c'est le lieu où apprendre, échanger et trouver de l'inspiration. Alors là, François, si tu n'y vas pas, hein, donc... il a le temps en ce moment, c'est bien. Il y a plein de choses. Donc, il y a un Learning Center... Et il y a différents niveaux, on peut devenir et avoir des badges et tout. Tu peux devenir, si tu le souhaites, toi aussi, Apple Teacher, quand même. Après, il y a d'autres niveaux. Hein. Il y a 3 ou 4 niveaux. Il y a un forum d'échange mondial, mais en particulier dans le français, il y a tous les enseignants français qui s'y connectent. Il y a des témoignages, donc tu peux laisser des témoignages, il y a des discussions directes, et il y a des ressources telles que des cours, tout fait en ligne sur iPadOS et macOS que l'enseignant peut télécharger pour s'en inspirer, voire le modifier, etc. Donc, il y a la liste des apps conseillées par les uns et les autres. Enfin bref, il y a énormément de choses. Je n'ai pas tout exploré, je l'avoue, mais je pense que ça serait intéressant que François nous en parle un jour, qu'il jette un petit coup d'œil et qu'il nous dise si c'est vraiment intéressant. Ouais, bonne idée, François. Education.apple.com/en, c'est pour toi. C'est cadeau. J'ai pas eu l'occasion d'aller faire un tour encore, mais c'est prévu. Bon, et puis on va finir ce récap de l'été avec cette drôle d'affaire, pas très rigolote pour un père de famille de San Francisco. Fabrice, c'est une histoire qui t'a interpellé parce que finalement, il s'est fait piéger par les algorithmes de détection de Google Photos, alors qu'il envoyait juste une photo à but médical au pédiatre de son enfant, c'est ça ? Exactement. Alors, quelques rappels des faits. Donc, c'était donc pendant l'été. Pendant 2021, c'était il y a quelque temps, on n'a pas su ça tout de suite. Mais du coup, en plein problème de Covid. Donc, son fils, qui, je crois pas qu'on sache l'âge qu'il a, mais c'est un tout petit enfant, 1 an ou 2, avait un problème sur ses parties génitales et du coup, il voulait le montrer ça au médecin. Mais du coup, le médecin lui dit, écoutez, c'est difficile de venir nous voir à cause du Covid, faites une photo. Et envoyez-nous la photo. Alors la photo a été envoyée par le service sécurisé du cabinet médical, mais le père a pris la photo avec son téléphone Android. Et donc ça s'est retrouvé sur Google Photos. Et même du coup, pour donner un rapport de taille, il semblerait, si j'ai bien tout lu compris, au moins une des photos où il y a la main du père à côté des parties génitales de son fils, pour montrer la taille de tout ça, de l'éventuel dégât. Alors, disons déjà que grâce à cette photo, le médecin a trouvé ce que c'était, a donné un traitement et l'enfant va très bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que Google Photos, donc le mécanisme d'intelligence artificielle à la recherche des photos d'abus sexuels sur mineurs, qui est ce mécanisme intégré à Google Photos, a déclenché une alerte en disant attention, c'est une photo louche et qui touche à l'abus sexuel de mineurs. Et ça a pris un jour ou deux à peine, et du coup ce monsieur a été signalé à la police de San Francisco et ils ont bloqué son compte. Voilà. Et ils ont même tellement bloqué son compte. Google a bloqué son voilà, compte. C'est Google qui a bloqué le compte. Et il s'est retrouvé du coup bloqué de tout parce qu'en plus, donc ce monsieur raconte qu'il a un compte Google Gmail comme nous tous, mais qu'il met ses photos sur Google Photos et qu'il utilise aussi un service, le service mobile Google Fi pour son téléphone. Et donc du coup,
son compte Google étant bloqué, tous les services Google qu'il utilisait, et il utilisait quasiment que ça, ont été bloqués aussi. Et donc, par exemple, il ne pouvait plus recevoir de SMS pour changer un mot de passe de quelque chose. Donc, il a été bloqué de tout. L'histoire continue parce que du coup, il essaie de contacter Google, qui répond pas. Il contacte la police de San Francisco, qui fait une enquête et qui fait une demande auprès de Google pour récupérer les données. Google, évidemment, répond à la requête de la police. La police mène son enquête et envoie ensuite, au bout de quelques semaines, une réponse à Google et à l'utilisateur en disant « Oui, mais vous avez fait ce qu'il faut, vous n'êtes pas un délinquant sexuel, vous êtes lavé de tout soupçon ». Et muni de ça, l'homme en question va chez Google qui dit « Non, on ne vous rétablit pas votre compte ». Donc c'est quand même, c'est un truc, ça m'a interpellé parce que c'est donc quand même très injuste. Et en plus, à la lumière de ce qui s'était passé l'année dernière pour iOS 15.2, quand Apple avait annoncé son système basé sur la base de données Sesame, qui justement cherche à essayer de détecter ce genre de photos pour essayer d'arrêter les délinquants sexuels qui font des actes de délinquance sexuelle sur des mineurs. C'est ça, cette base de données Sesame. Et Apple, devant la volée de bois vert qu'ils avaient reçue, avait reculé en disant on ne met pas en place ce système. Mais c'est donc oublié un peu vite que et Google et Microsoft et Amazon font ce genre de filtrage et de détection sur les photos qui sont stockées chez eux, et que donc Apple ne fait pas. Et Apple avait dit, comme à son habitude, nous, notre système, il est fait sur l'appareil et pas en ligne sur nos serveurs. Ce qui aurait peut-être évité la catastrophe qui est arrivée à ce monsieur, non pour rien, puisqu'il a été blanchi complètement. Et voilà, je pense que ça remet en lumière cette fonction de détection de photos à bannir, évidemment, et de la façon dont on le fait, mais aussi plus largement sur comment on met en place un système qui protège la vie privée des gens sans empêcher la police d'agir. Apple avait beaucoup réfléchi sur le sujet et avait vraiment détaillé à fond tout un tas de trucs pour essayer de répondre à toutes ces questions-là. Malgré les réponses apportées par Apple, ils ont fait marche arrière. Et voilà ce qui se passe sur cette affaire-là. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant et que la manière d'opérer de Google est visiblement pas la bonne. Ouais, et ce qui est terrible, c'est qu'ils ne reviennent pas sur le bannissement. Même avec une décision très claire de la police ou de la justice américaine. C'est très surprenant. Voilà, personne ne comprend bien pourquoi. Alors, je me demande si ils n'ont pas déjà pris la décision de tout effacer et qu'en fait, ils ne peuvent pas. Allez savoir. On sait aussi que du coup la totalité des données est entre les mains de la police de San Francisco puisqu'ils ont fait une requête pour obtenir les données et du coup l'homme en question a demandé à la police vous les avez, vous donnez-moi les données et ils ont dit non, du coup on peut pas. Ils n'ont pas le droit légal de lui redonner. Pour être complet sur le sujet, n'oublions pas de dire que ça ne se passe qu'aux États-Unis, que la fonction qui avait été annoncée par Apple était uniquement pour les utilisateurs américains pour le moment, parce que tout ça doit aussi suivre les lois et réglementations de chaque pays. Donc c'était pour l'instant uniquement aux États-Unis. Bon, merci Fabrice. Une petite réaction, Ellie ? Oui, juste un petit détail, c'est que Google aujourd'hui, c'est extrêmement important même pour les professionnels parce que vous savez qu'il y a le Google Cloud qui aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce que peut proposer Apple avec Pages, Numbers, Keynote ou Microsoft avec la suite Excel. Il y a énormément d'entreprises, même de grosses entreprises, voire des institutions gouvernementales, en particulier en France, qui utilisent Google parce que c'est gratuit. Donc, si vous avez un cloud où vous avez toutes vos données professionnelles, mais vous avez vos applications de gestion, donc vos tableurs, j'allais dire au tableau Excel, donc c'était pas le bon mot, vos tableurs avec vos macros, tous vos classements, vous pouvez avoir votre compta personnel, vous pouvez avoir simplement des renseignements professionnels de votre entreprise qui sont stockés sur le cloud et qu'on vous coupe l'accès, vous pouvez vous retrouver au chômage, c'est-à-dire que vous n'avez accès à absolument rien. Aucune donnée professionnelle, parce que vous avez une photo dans votre téléphone qui
Donc ça peut avoir des conséquences énormes. Hein. Fabrice ? Oui, et pour appuyer ce que vient de dire Ellie, ça montre aussi quelque chose, c'est-à-dire que le système de Google, les systèmes de Google, tous les services sont très très automatisés, mais ça, ce qui signifie qu'il n'y a pas, c'est très très difficile de parler à quelqu'un chez Google, ce qui n'est pas le cas chez Apple par exemple. L'autre exemple qui me vient en tête, c'est que je me suis occupé d'une association qui avait perdu l'accès à sa chaîne YouTube. J'y ai passé plusieurs mois pour essayer de trouver quelqu'un chez YouTube pour récupérer l'accès. Je n'ai jamais réussi. Je n'ai pu tomber que sur des forums, des gens qui ont essayé de m'aider, etc. Et ça a été impossible. Donc la chaîne existe toujours. On en a créé une autre. On ne peut pas récupérer l'accès à la première. C'est terrifiant. Donc il faut y penser aussi à ça. C'est que les services gratuits ont du bon, évidemment. Il ne faut pas les jeter. Mais il faut aussi penser à ce genre de choses-là. C'est que quand il y a un problème, on n'a personne vers qui se tourner. Ouais. Et c'est vraiment l'exemple typique là, de cette personne qui a fait confiance au service de Google. Et en plus, dans certains cas, en payant. Parce que Google Fi, l'équipe qui lui sert d'opérateur mobile, il le paye, ça. Et malgré ça, il a quand même donc réussi à avoir des gens, en tout cas, ou une réponse au moins par mail, en disant « bah non, écoutez, ça ne nous intéresse pas, au revoir ». Donc c'est quand même... là, il y a quelque chose vraiment à revoir sur les systèmes informatiques qu'on utilise au quotidien. Ouais. Je confirme, juste pour clôturer avec ça, une expérience qu'on a eue, nous, il y a quelqu'un qui, vous savez, c'est facile de mettre un commentaire Google sur, par exemple, un magasin comme un des nôtres. Et il y a quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas dans nos bases de données, etc., qui avait mis un commentaire, mais diffamatoire, insultant, mais vraiment, je me demande même comment il a pu être publié, parce que c'était une suite d'insultes et vraiment peu compréhensible, et on s'est dit, on va demander à Google de l'enlever, en expliquant pourquoi, on avait les preuves à l'appui, on ne connaissait pas la personne, etc. Ça a été impossible de les contacter. J'ai tout essayé, même par rapport à des amis travaillant chez Google, etc. C'est absolument impossible. C'est automatisé. La seule réponse, c'est si l'algorithme se rend compte que effectivement ça va trop loin dans l'insulte, etc., peut-être que ça sera modéré, mais vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Vous pouvez que répondre publiquement si vous voulez, en tant qu'entrepreneur, mais on va dire que c'est une réponse à ça, mais le texte original restera visible. C'est assez surprenant. Ouais. Bon, voilà pour les infos qui ont retenu notre attention. On va marquer une toute petite pause et revenir pour tout vous dire sur la keynote iPhone 14 et Apple Watch série 8 du 7 septembre. À tout de suite. Répondez s'il vous plaît pour vous joindre à nous en personne pour un Apple Event spécial au Steve Jobs Theater à Cupertino. Voilà le texte de l'invitation à la keynote baptisée Far Out. On va y revenir. Invitation envoyée par Apple à ses invités 2 fois plus tôt que d'habitude, avec presque 15 jours d'avance. Le grand jour, ce sera donc le 7 septembre, un mercredi. On va vous dire tout ce qu'on sait sur cette première keynote de rentrée, ce qu'on ne sait pas aussi. On va commencer par vous donner rendez-vous le 7 septembre dès 18h30 heure française sur iWeek.news pour suivre cette keynote avec nous en direct. Alors on va commencer par cette anticipation de l'événement, une invitation envoyée avec 15 jours d'avance et une keynote programmée le mercredi. Est-ce qu'on a l'explication à ces deux phénomènes, Ellie nous en a donné une dans la quotidienne. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on va y revenir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas écouté, pardon, en fait, c'est parce que le lundi, c'est ce qui s'appelle le Labor Day, donc qui est un jour férié aux États-Unis, qui correspondrait en fait au 1er mai français. C'est la journée des travailleurs, entre guillemets, donc c'est un jour férié. Et comme il y a énormément de journalistes qui sont invités et de personnalités, Apple s'est dit qu'il y avait un risque que ces personnes qui sont donc en congé le lundi n'aient pas le temps de prendre un avion pour être à Cupertino le mardi matin à 10h du matin. Donc, du coup, ils se sont dit, comme c'est du présentiel et si on veut nos journalistes préférés, on va repousser d'une journée. C'est pas très grave. Hein. Ça donne donc une keynote le mercredi. Est-ce qu'on sait pourquoi l'invitation est partie si tôt, c'est-à-dire avec presque 15 jours d'avance, qui est rarissime ? Peut-être pour réserver des billets d'avion à l'avance ?
Ouais, parce qu'il semblerait on soit sur un retour à quelque chose d'un peu plus en présentiel que les événements précédents. La dernière fois, donc pour la WWDC, il y avait pas mal de gens sur place, mais enfin, peut-être un peu moins que les invités de cette fois-ci. Et là, on a l'air de retrouver un événement assez traditionnel. Même l'invitation fait référence au Steve Jobs Theater. Donc qui n'a pas servi depuis 2 ans. Ben voilà, c'est ça. Donc là, a priori, ils vont remettre des gens dedans sur les fauteuils qui ont coûté $14 000 pièce, rappelons-nous. Alors, exactement. Comment est-ce que vous voyez cette keynote dans la forme ? Parce que ils vont pas faire entrer les gens dans le Steve Jobs Theater pour leur balancer un film. Alors, en partie, oui. D'abord, ils vont être accueillis sur scène, certainement par Tim et par quelques pointures, qui les inviteront à regarder les vidéos les unes après les autres, mais ils savent dès le départ, ou en tout cas ils leur diront, peut-être pas dans le live, qu'après les présentations, ils pourront toucher et essayer les appareils annoncés parce qu'il y a la salle de démo qui fait partie du Steve Jobs Theater où tout sera présent, donc ils pourront prendre des photos, ils pourront manipuler, ils pourront peut-être pour certains d'entre eux partir avec des unités de prêt. Donc d'où l'importance qu'ils viennent. Donc tu vois une sorte de keynote hybride avec une alternance de moments sur scène et de vidéos projetées ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je comprends pas trop l'intérêt, moi. François, ouais. Pourquoi ? Ouais, mais je comprends pas l'intérêt, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, soit l'un, soit l'autre, mais là, un truc hybride entre les deux, ça va faire un peu bizarre, je trouve. Après, on verra ce que ça donnera, mais quitte à faire déplacer les gens au Steve Jobs Theater, autant faire une vraie keynote en présentiel, et puis effectivement balancer des vidéos de présentation pour les pubs, etc., mais comme on le voyait il y a 2 ans et demi avant la pandémie. Ouais. Fabrice, comment est-ce que tu vois Apple faire cette transition-là vers une keynote plus proche peut-être de ce qu'on a connu avant le Covid ? Ben oui, alors donc il n'y a plus que quelques jours à attendre. C'est très compliqué à savoir. On a tous apprécié, je crois, les productions vidéo qui étaient devenues les événements pendant les 2 ans et demi qu'on a vécu là. C'est très beau, mais du coup, toi, t'as pas apprécié, Benjamin ? Non, moi j'aimais que ce soit en live, moi. Mais... Non, mais voilà, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'autre solution puisque personne ne pouvait venir. L'hybride, comme on a vu pour la WWDC, c'était vraiment important. Pour les essais sur place, les hands-on, comme on dit en anglais, pour que ceux qui étaient sur place puissent mettre les doigts dessus, pour qu'ils puissent par exemple s'apercevoir que le MacBook Air M2 en minuit prenait vraiment les traces de doigts même juste en le regardant. Ça a été... C'est ça. Donc ça fait partie des trucs. Mais donc voilà, ça c'est important. Jusque-là, donc peut-être que ça peut aussi réduire. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de très important pour les présentateurs de ça. C'est-à-dire que préparer une keynote en live, ça demande un boulot de malade et ça demande beaucoup de temps aux directeurs et aux patrons là. Il y a tous ceux qui vont sur scène, qui doivent s'entraîner et qui stressent un maximum. C'est quand même pas tous des professionnels de la scène. Donc et c'est pas forcément leur métier. Donc c'est pas forcément idiot de penser que de faire du pré-enregistrement, ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus léché et ce serait beaucoup plus accepté par le public aujourd'hui puisqu'on a l'habitude depuis 2 ans et demi. Donc ça aurait un peu de sens d'essayer de faire un peu des deux, d'avoir sur scène des gens, de lancer des vidéos un peu plus longues que celles qu'on a vues jusqu'à présent dans ce genre de keynote, et pour éviter d'avoir aussi des gens qui sont peut-être pas forcément super à l'aise sur scène, alors que ils pourraient faire très bien des vidéos formidables de démonstration qui seraient en plus sûrement un peu plus détaillées que ce qu'on a vu jusque-là. En tout cas, ce qu'on risque de retrouver et qu'on n'a pas eu depuis plus de 2 ans, c'est la réaction du public au moment des annonces. C'est ce que j'allais dire. Absolument. Ça, je pense que les applaudissements et tout ça, ça va un tout petit peu épicer la keynote et ça sera bien parce que ces réactions qui généralement les Américains sont toujours très expansifs, hein, donc on attend ça. Et puis l'autre chose importante, c'est que tous les ingénieurs, même ceux qui apparaissent dans les vidéos, seront quand même sur place pour répondre aux questions des journalistes. Et donc ça, c'est toujours pratique lorsqu'après tu peux faire un brief. Alors ça sera pas retransmis, mais les heureux élus pourront poser des questions à tous ces gens-là.
Le 7 septembre, le choix de la date, si vous me permettez cette contrepétrie, c'est particulièrement tôt en septembre. Comment ça peut s'expliquer ? 2 raisons. La première, les produits sont prêts. Et deuxièmement, ça permet de gagner 1 à 2 semaines de chiffre d'affaires. Et en ce moment, c'est plutôt important. Pour nous, c'est super important. Et donc pour Apple aussi. Ça veut dire que ça va permettre de grossir le chiffre d'affaires du trimestre, c'est ça ? Oui, et de l'année en cours, puisqu'Apple clôture fin septembre. Eh oui. Et oui, c'est traditionnellement un trimestre très très court, juste après l'annonce des iPhones. Et donc là, ça donne 1 semaine, 10 jours de plus. Je pense que c'est important pour le... On sait, hein, les derniers résultats d'Apple sont loin d'être mauvais, mais du coup, ils avaient déjà annoncé il y a 1 an qu'ils allaient perdre entre 5 et 6 milliards de ventes à cause de la pénurie de composants, des choses comme ça. Donc c'est une façon d'amortir un peu, non pas le choc, mais les chiffres pour Wall Street, pour la compta, quoi. Donc visiblement, ils se sont un petit peu pressés pour ça, ouais. Et puis un iPhone qui peut-être, moi je pense qu'il va se vendre, hein, mais qui peut-être pour certains Ah bon ? ne serait pas aussi spectaculaire que ce qu'ils pensent. Bah, s'ils ont un peu plus de temps pour en vendre, les chiffres vont grossir. Quand tu n'as que très peu de jours, il faut en vendre beaucoup. Et là, ça permet de lisser un peu le phénomène du lancement, peut-être. Bon, Moi, je pense qu'il va se vendre. Peut-être pas tous les modèles, on va en parler en détail. Mais on va y venir. Bon. Ouais, je voudrais avant qu'on Tu rentre penses dans que le l'iPhone détail... 14 mini va pas beaucoup se vendre ? Celui-là, il va pas se vendre du tout, tu vois. Je parie. Pour une fois, je parie. Avant qu'on entre dans le détail des produits, juste, on va dire un mot quand même de l'invitation et du visuel et du titre qui a été choisi. Le visuel, qui veut le décrire pour ceux qui nous écoutent en podcast audio ? Ceux qui ne l'ont pas vu. Eh bien, au départ, c'est une constellation d'étoiles, mais en fait avec une pomme Apple au milieu, et quand c'est en réalité augmenté, en fait, vous pouvez la faire tourner et la faire grossir dans votre salon, et c'est très joli, et le tout avec une musique, pour une fois, parce que généralement, il n'y a pas trop de musique dans ces invitations, qui est assez surprenante et qui peut donner des pistes, hein. On peut en parler juste après, si vous voulez. Ben non, mais c'est quoi cette musique ? Alors, c'est une musique très spatiale, mais en même temps très spatialisée. C'est-à-dire que quand vous êtes en air et que vous la faites tourner, et que vous avez par exemple des AirPods sur vous, cette musique est vraiment en audio spatial, donc en Atmos autour de vous. Et pourquoi c'est important de parler de musique ? Parce que, bon, on sait qu'il y a des iPhones et des Apple Watch, ça on en est sûr. Mais et s'il y avait des choses avec du son ? Par exemple, des AirPods Pro 2, qui vont utiliser quelque chose qui s'appelle du lossless, d'après ce qu'on sait. Donc, ce qui permettrait de dire, et s'il y avait Apple Music classique, qui pourrait faire partie d'iOS 16 ? Puisque le code est dans des machines Android, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas dans iOS quand même ? Donc, pourquoi pas ? Et du coup, si on regarde un tout petit peu chez nos grossistes préférés l'état des stocks, il n'y a plus d'AirPods, du tout. Mais du tout. C'est-à-dire des pros, ça n'existe plus, il n'y en a pas un. Mais des 3e génération et des Max, il n'y en a pas non plus. Et les délais de livraison sont après la keynote, mais genre 1 à 2 semaines après la keynote. Donc la question c'est, est-ce qu'il peut y avoir d'autres modèles ? Est-ce qu'il peut y avoir des évolutions du firmware ? Voilà, donc la partie son pourrait faire partie de cette keynote. Bon, ça ne me dit pas pourquoi on voit des étoiles sur l'invitation, Fabrice. Non, alors effectivement, l'invitation, on est dans l'espace et on voit une constellation d'étoiles qui semble former le contour du logo d'Apple. C'est peut-être pas des étoiles alors, ce serait quoi, des taches de peinture ? L'aventure continue. Des satellites Des satellites ? Alors, non, mais justement, ce serait, on est dans l'espace, donc c'est vrai que ça pourrait faire référence à Mark Gurman en parle depuis plusieurs mois, à la possibilité, à la capacité de certains iPhones d'avoir une connexion même limitée à une constellation de satellites pour envoyer des messages d'urgence, par exemple. A priori, ce serait effectivement un service d'urgence. Donc, on fait pas du streaming Netflix depuis les étoiles, mais on peut envoyer éventuellement
éventuellement un texto pour dire ah j'ai mal, je suis tombé, ou un appel d'urgence, voilà, dans les zones blanches qui ne seraient pas couvertes par les réseaux mobiles. C'est une façon de voir les choses. En français, donc l'invitation, c'est l'aventure continue. Donc ça fait très Star Trek quelque part. Ça fait, ils ont été timides. Voilà. Moi, j'aurais marqué vers l'infini et au-delà, puisque c'est Pixar et c'est dans l'ADN Apple. Il doit être déposé ce titre, je pense. Oui, mais en même temps, avant Steve Jobs. C'est vrai. Mais Fabrice, Far Out, et c'est toi qui m'y a fait penser, ça fait référence à un film. Alors, je sais pas si ça fait référence à un film. Far Out, c'est donc une expression qui veut dire waouh, dingue, super, qui est utilisée par Marty McFly dans Retour vers le futur. Donc c'est utilisé par ce personnage, mais il dit aussi dans la version originale, parfois au lieu de dire Far Out pour dire tiens génial, il dit heavy. Le mot qui veut dire lourd, mais pour dire que dis donc c'est incroyable. Donc je pense que c'est plus si c'est une référence d'époque, pas seulement à un seul film. Et puis le film Retour vers le futur, il se passe pas dans l'espace, donc je suis pas très sûr que ça fasse référence à ça, parce que même si c'est un film culte, une référence à un film qui a 30 ans maintenant, ça me paraîtrait pas vraiment dans les usages d'Apple quand même. Mais Far Out, il y a aussi la notion d'infini, justement, d'éloignement, ça peut aussi évoquer l'espace, justement, le confin des galaxies, non ? Non, il y a autre chose. Justement, c'est ce que tu viens de dire. Il y a eu un article qui disait que c'était lié au fait que le nouveau capteur photo des iPhone 14 Pro, donc qui passe à 48 millions de pixels, pourrait permettre de faire de l'astrophotographie, donc de la photographie d'étoiles, telle que permet aujourd'hui de le faire certains produits Samsung par exemple. Voilà. Et que ça serait la réponse d'Apple sur l'astrophotographie. Ça peut être une piste. François ? Ouais, je pense que ça fait des mois, voire je vais pas dire des années, mais presque qu'on en parle. C'est vrai que ça fait plusieurs années d'affilée où le capteur des iPhones, le capteur principal évolue très peu. C'est vrai que je sais plus depuis quel iPhone on est au capteur 12 mégapixels, ça doit être du 6, je crois d'ailleurs. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions de fait chez les différents concurrents d'Apple. Maintenant, on le dit, on le répète, c'est pas le nombre de pixels qui compte, c'est vraiment la façon, la taille du capteur, la façon qu'a le téléphone de gérer le post-traitement, etc. Et même si Apple était en retard d'un point de vue taille de capteur, honnêtement, au niveau qualité photographique, c'était pas non plus complètement à la ramasse, je trouve. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Maintenant, l'astrophotographie, ça va faire un peu comme l'effet cinématique. Je vous avoue que j'ai acheté un iPhone 13 et j'ai dû mettre un mois avant de me dire « Ah, mais au fait, je peux tester ce truc-là ». Est-ce que vous l'utilisez régulièrement, vous ? Non. Est-ce que l'astrophotographie, vous vous amuserez à prendre des photos d'étoiles tous les soirs ? Moi, en plein hiver, quand il va pleuvoir en Bretagne, ça me servira pas grand-chose. Non, mais... Et à propos de capteurs, Fabrice, on évoquait dans la quotidienne, iWeek mardi, ce tweet de Kuo Ming-chi, comme tu l'appelles, à propos de l'ultra grand angle de cette gamme iPhone 14, alors peut-être que les modèles Pro d'ailleurs, mais qui gagnerait en qualité de manière assez significative. Alors faut espérer, parce que donc c'est l'objectif ultra grand angle qui a la moins bonne qualité des trois objectifs de l'iPhone aujourd'hui, qui utiliserait un capteur avec donc des pixels de 1,4 micromètre au lieu de 1 micromètre. Donc ce qui rejoint ce que dit François sur la qualité. C'est énorme en termes de capacité de stockage de lumière, de détection de lumière. C'est ce qui change tout sur une photo, c'est d'avoir de la lumière notamment. Donc ça améliorerait beaucoup la qualité de cet objectif ultra grand angle. Il semblait aussi dire que ce serait un meilleur capteur, mais que ce composant et d'autres auraient subi aussi une grande hausse des prix. Si Apple avait voulu, ils n'auraient pas mieux fait que de donner ça comme info à Kuo Ming-chi pour qu'il nous prépare à l'augmentation du prix des prochains iPhones, parce que si ce composant augmente de prix, les autres vont augmenter de prix avec. Donc ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Ouais. Mais
Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit récap de la gamme iPhone 14 telle qu'on l'attend toujours 4 modèles? Oui, Deux iPhone avec 13, une deux différence. iPhone 13 et deux iPhone 14 Pro. Comment ça? Non, je les ai appelés pour rigoler des iPhone 13 2022 parce que, en fait, la gamme iPhone 14, donc, qui se composera de deux modèles, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max, donc la nouvelle taille en 6,7 pouces, utilise en fait des puces A15. Et donc, en fait, grosso modo, ce sont des iPhone 13. C'est à peu de choses près, je pense que ce sont des iPhone 13. On risque en ça fait veut dire d'avoir de retrouver. Ça veut dire que les deux modèles, entre guillemets, entrée de gamme, vont à peine évoluer par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Le premier modèle, a priori, n'évolue pas vraiment du tout. Par contre, le fait qu'il y ait un Max, donc en 6 pouces 7, ça, c'est un nouveau modèle. Oui, ça va permettre d'avoir, on verra le prix, d'accéder à la plus grande taille des iPhones pour un prix inférieur à celui d'un Pro. L'augmentation de prix peut se faire sur l'ensemble de la gamme, mais se fera surtout sur le Pro. C'est là où on va voir, parce qu'on parle d'un modèle qui démarrait plus haut au niveau de la capacité mémoire, liée certainement à l'objectif, parce que quand on commence à prendre des photos en 48 millions de pixels, on sature vite l'espace mémoire de l'appareil. Donc on aurait toujours deux modèles Pro et Pro Max, sans doute plus chers qu'aujourd'hui, et qui bénéficieraient de toutes les avancées, tous les progrès réalisés depuis un an, contrairement aux deux autres modèles, c'est ça Absolument. C'est eux qui auraient le processeur A16, qui ne serait pas en 3 nanomètres, mais ce serait quand même un A16. Il y aurait aussi la caméra face avant de l'appareil qui augmenterait sa capacité, sa qualité et qui ferait de l'autofocus, ce qui serait très pratique dès qu'on fait de la visio, par exemple, des choses comme ça. Le fait qu'il change aussi la caméra Cadre centré, sera un élément important. Oui. Pour les selfies, c'est vrai. C'est important. Est-ce qu'on a des indications sur les matériaux, sur le type d'écran? Est-ce qu'il y a des changements ou au contraire, est-ce que tout reste identique a priori? Parmi les rumeurs qu'on avait depuis le début, c'est l'atténuation de la jolie encoche qui serait beaucoup plus petite. On aurait plutôt deux poinçons, un rond et puis un peu plus rectangulaire arrondi, on va dire. Ce qui fait que cette petite notch qu'on a... Pro uniquement. Pro uniquement, et évidemment. Pro Max, Et Pro Max, les modèles Pro auraient cette spécificité-là. Finalement, on retomberait un peu sur le même schéma qu'à la sortie de l'iPhone 10, où la grosse évolution, c'était pour l'iPhone 10, et puis l'iPhone 8, c'était qu'une petite évolution des modèles 7, quoi. Finalement, on revient comme avant, et ça correspond un peu finalement à la gamme MacBook, où on a un MacBook Air plutôt d'entrée de gamme, avec pas d'écran mini LED, etc. Et puis un MacBook Pro un peu plus haut de gamme, quoi. Apple segmentera sans doute beaucoup plus sa gamme. La fonction de connexion à une constellation de satellites, éventuellement avec Globalstar, qui pourrait être le partenaire d'Apple pour cette nouveauté, ce serait aussi réservé au modèle Pro, a priori? A priori, oui. Ça a l'air d'être vraiment l'axe cette année de vraiment différencier ces deux gammes. Alors, Ellie disait que les 14 tout court seraient que des iPhone 13 avec la même puce. A priori, il y aurait quand même, Ellie, un cœur graphique supplémentaire. Ça change tout. Pardon, excuse-moi. Je revois ma copie. Donc on serait avec, si ça se confirme, avec les iPhone 14 tout court, comme une année avec l'iPad Pro, qui était passé d'un A12X à un A12Z avec un ou deux cœurs supplémentaires. C'était tout ce qu'il y avait eu en termes d'augmentation de puissance et des puces et tout ça. Globalement, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est habitué à ce que les iPhones n'évoluent pas tant que ça d'une année sur l'autre. Souvent, alors on se plaint entre guillemets, ou les youtubeurs se disent « Oh là là, l'iPhone X, c'est pareil que l'iPhone X-1, c'est pas très intéressant ».
Mais il y a toujours une évolution au fur et à mesure, et quand on passe d'un iPhone 10 à un iPhone 14 ou 15, le changement est flagrant. Donc le fait qu'on reste sur un i15, peut-être A15X ou A15Z dans un iPhone 14, je crois pas que ça... Alors d'abord, globalement, pour les gens qui achètent ça, qui sont des gens normaux, les vrais gens, ils s'en apercevront pas et ils seront pas... et en plus, ils seront pas volés, parce que mettre un A15 aujourd'hui partout... Enfin, l'A15, n'oublions pas, c'est la base du M2, si je ne m'abuse. Oui. Donc, il se retrouve sur des Mac dont on loue les performances. Donc, en termes de performance, ce sont des processeurs qui sont quand même étonnants et très en avance, et qui sont capables d'encaisser des années d'usage. Les vraies différenciations, je pense, sont pas vraiment là. En parlant d'écran, peut-être que les modèles Pro auront aussi une capacité à rester allumés tout le temps, un peu comme sur les Apple Watch, c'est ça. Avec une réduction du taux de rafraîchissement très très bas pour qu'ils puissent rester à l'écran, quelque chose d'un peu plus passé en couleur et en luminosité, mais ça afficherait l'heure et puis le prochain rendez-vous, par exemple. Ça peut être pratique, des choses comme ça. Et ça, ce serait réservé au modèle Pro. Voilà. Oui. Il y a une caractéristique commune à l'ensemble de la gamme 14 qui est très importante, c'est que vous savez qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que le MagSafe, les batteries tenaient pas, c'était très facile de les décrocher, et donc les aimants n'étaient pas assez solides. Donc Apple a été vexé, et d'après ce qu'on entend, l'ensemble de la gamme aura maintenant des aimants beaucoup, mais vraiment beaucoup plus forts. C'est-à-dire, vous allez coller un accessoire MagSafe, vous le décollerez jamais. Mettre ça sur un support dans votre voiture, le téléphone restera dans le support. Voilà. Donc, non, je plaisante. Mais en tout cas, il y aura des nouveaux aimants. Si c'est le cas, je suis pas sûr que ce soit plus pratique. Non. Parce que s'il faut une hache pour les séparer. Il me semble que c'est une pub officielle d'Apple qui montre justement l'intérêt du MagSafe avec le chargeur de bureau, pour dire, qui se pose sur une table, et on voit l'iPhone qui s'approche et le chargeur qui saute vers l'iPhone. Super, c'est aimanté, mais ça veut dire que pour débrancher son iPhone, même avec un aimant peu faible, il faut les deux mains, quoi. Ouais. C'est pas pratique. Un pied de biche et c'est bon. C'est vrai. Ouais, il faut trouver le bon équilibre, parce que par contre, on a eu énormément, moi j'ai eu des clients, et on a vu sur Internet, dans des forums, beaucoup de critiques. Par exemple, dans une voiture, lorsque vous mettez ça sur un accessoire MagSafe, une voiture qui accélère un peu, on va dire, vous donnez un coup d'accélérateur, votre téléphone, il est dans le siège arrière, quoi. Il ne tient pas du tout. Quand c'est un téléphone de la taille et du prix d'un iPhone, il vaut mieux que ça tienne un peu quand même. Hein. Et puis, il y a des tas de gens qui se sont plaints que leur batterie supplémentaire Apple, qu'ils avaient acheté quand même à un certain prix, se décrochait. Et ça, c'est quand même un peu gênant. Donc, il faut un peu plus. Il ne faut pas vraiment que ça soit comme de la superglue, mais que ça tienne, quoi, vraiment. Un peu plus. Bon, on va passer à l'Apple Watch, parce qu'il y a aussi pas mal à dire sur cette série 8, et puis peut-être ce qui sera le One More Thing, Ellie, de cette keynote. Oui, mais avant de passer à ça, n'oublie pas un élément très important. D'après les dernières rumeurs, la couleur. C'est-à-dire qu'on a eu des premières rumeurs en disant il y aura un bleu, mais ce ne sera pas le même bleu. Et les dernières rumeurs disent il n'y aura plus de bleu. Ceux qui voulaient du bleu, c'est mort, c'est fini, il n'y a plus de bleu. Donc, les couleurs prévues pour ces produits, il y aurait un nouveau purple, mais il y aurait pas de bleu. Donc, il y aurait un vert pour ceux qui aiment, donc, et du graphite. Donc, on sera obligé de choisir entre le graphite très classique, le vert qui n'a pas vraiment eu un succès extraordinaire, et le purple qu'Apple nous remet chaque année dans la tête. Tiens, voilà du purple, parce que Tim Cook aime beaucoup le purple, on le sait. C'est ça, ouais. Son iPad mini est purple, et je pense que son iPhone aussi. Donc on et le reste y a droit aussi. tous les ans, le purple maintenant. Ça y est. Bon, Donc, voilà. passons à l'Apple Watch. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'iPhone 14. On va passer à l'Apple Watch, à la série 8, et peut-être à ce qui sera le One More Thing de cette keynote, l'Apple Watch Pro, si elle se confirme. Bon, d'abord l'Apple Watch série 8, est-ce qu'il y a des choses à dire de particulier sur ce qu'elle va apporter de nouveau? Alors, Bon, ça la va être une réaction révolution comme d'habitude. Non. Non.
La réaction la plus rigolote que j'ai vue, c'est pour le YouTuber préféré de Jean-Christophe, hein. Donc John Prosser, Oui. qui en parlant de l'Apple Watch, oui je sais, en parlant de l'Apple Watch, il poussait carrément des cris dans le podcast en Des disant cris que c'était de une joie honte, et parce qu'il disait il n'y a pas de redesign. Il a dit il n'y a rien, rien. C'est désespérant parce que ça fait 3 générations qui nous promettent un redesign de l'Apple Watch et qu'il n'y en a pas. Donc, a priori, l'Apple Watch série 8 serait comme une Apple Watch série 7, comme une Apple Watch série 6, comme une... etc., etc. Donc, avec... Sauf un truc important, mais ça, c'est pour l'ensemble des Apple Watch, hein, avec WatchOS 9, la possibilité d'être alerté sur le fait que vous pouvez avoir de la fièvre. Ça ne vous donnera pas la température, ça a été confirmé, mais ça vous dira, à mon avis, vous n'êtes pas bien, allez prendre votre température tout de suite. Mets-toi un thermomètre. Ce sera pas l'Apple Watch pour thermomètre, c'est important de le préciser. Bon, voilà. c'est déjà ça. Donc, oui, donc pas de mais nouveau ça sera design. pour l'ensemble des Apple Watch. Pas de Donc, nouveau design pour la série 8. On parlait avant l'été de montres plus larges. Une augmentation du diamètre. Est-ce que ça concerne la nouvelle montre ou la série 8 aussi ? Non, alors a priori, justement, ce One More Thing, parce que ça serait justement tellement différent que ça mériterait une annonce à part, ça serait l'Apple Watch série 8 Pro, qui, elle, serait plus grande. On parle de 47 mm, donc 2 mm de plus, qui, pour une montre, c'est quand même intéressant, qui serait, elle, plate, avec des bords un peu plus acérés, non pas arrondis, qui est ce qu'on attendait il y a 2 ans et puis l'année dernière. Donc ce design plat qu'on avait dans tellement de rendus serait réservé à l'Apple Watch Pro, qui du coup serait en titane exclusivement et qui dépasserait dans le premier modèle les $1000. Donc c'est pas l'Apple Watch pour tout le monde, mais en même temps elle s'appelle Pro. Ouais. Donc si les iPhone Pro augmentent de prix et que les Apple Watch Pro dépasse les $1000, ça veut dire 1200 € en France. Et si c'est pour le petit modèle et le 47, encore 100 ou 150 € de plus, et il va falloir discuter avec son banquier. Hein. Ouais. On avait parlé d'autonomie plus importante, elle est plus grosse, donc forcément la batterie sera un peu plus grosse aussi. À moins qu'elle soit plus étalée, parce que plus plate. C'est une façon aussi de... Je sais pas. Oui, enfin de plus grande capacité en tout cas. Ouais. Ça avait l'air d'être la discussion. Ouais. On avait parlé à un moment d'une montre qui aurait pu être une sorte de montre explorer, baroudeur, limite montre de plongée d'ailleurs. C'est celle-là, parce que le fait qu'elle soit en titane, et peut-être que celle-là n'aura pas les aérations pour les enceintes telles qu'elles sont aujourd'hui, veut dire qu'elle serait plus résistante à l'eau, on pourrait aller plus loin, et le titane étant plus résistant, la construction plus plate, ça la rendrait en fait, ce serait une montre de baroudeur, mais de baroudeur riche. Mais les montres, les Apple Watch en titane, elles ont déjà existé, il y en avait, je sais pas s'il y en a encore. Si, il y en a encore au catalogue. Il y en a encore, hein. Elles sont à peu près... Je crois qu'elles sont en rupture de stock, mais... Mais elles sont autour de 800-900 €, non, déjà ? Oui, c'est pour ça que celle-là dépassera les 1000. Ouais, c'est 1000 €, ouais. Donc finalement, l'Apple Watch en titane sera à peu près au même prix qu'avant. C'est juste un nouveau nom parce que nouveau design. Donc c'est principalement ça. C'est marrant, Gurman parle de cet Apple Watch Pro... ou Max ou Extreme ou tout ce qu'on veut. Et puis j'ai entendu notamment le blogueur qui fait des news Apple depuis longtemps, Jason Snell, qui disait mais et si en fait on se trompait et que c'était ça l'Apple Watch 8 j'ai trouvé sa réflexion assez intéressante parce que avoir 3 montres et la réflexion que tu viens de faire, Benjamin, m'y fait penser parce que donc les montres en titane ont déjà existé, coûtaient donc 1000 € à partir d'eux et on a déjà vu donc l'agrandissement des montres qui sont passées de 38-42 à maintenant 41-45. Ça pourrait passer à 42 et puis 47 et ce serait le petit modèle et le grand modèle.
Alors je sais pas trop, Gurman est quand même très sûr de lui et plutôt pas mauvais en général. Le morcellement de la gamme avec trois Apple Watch, trois modèles, c'est compliqué en même temps. Hein. Aussi. Donc, et en plus il y aurait une nouvelle SE. Donc ça fait beaucoup de nouveaux modèles, sachant qu'on est dans un moment de pénurie de composants, etc., et que c'est pas forcément pertinent d'avoir une multiplication de modèles et de gestion de modèles, en plus quand on a un inventaire. Je vais pas faire un cours de ça à Eli, il nous en a déjà parlé souvent, hein, dès qu'il y a une nouvelle couleur, c'est la galère parce que il faut gérer des stocks. Donc, je commence à croire un peu moins à cet Apple Watch Pro et à me dire peut-être qu'en fait, c'est l'Apple Watch 8 et qu'il y aurait l'Apple Watch 8 avec un nouveau design et puis l'Apple Watch 7 qui resterait au catalogue et une nouvelle Apple Watch SE et du coup, il y aurait la sortie enfin de l'Apple Watch 3 qui était une scorie du catalogue pour garder un niveau de prix d'entrée de gamme et que l'Apple Watch SE remplirait enfin ce rôle-là d'entrée de gamme avec des caractéristiques quand même relativement proches. Honnêtement, je suis d'accord avec ce que dit Marc Gurman parce qu'Apple a absolument besoin d'avoir une nouvelle montre cette année parce que si on dit c'est l'Apple Watch Series 7, les gens ne l'achèteront pas. Et ils ont besoin d'avoir une montre qui soit aux environs de 450 €, ce qui est le cas de l'Apple Watch 7 d'aujourd'hui. Donc la Pro, elle est quasiment au double du prix parce qu'elle est en titane. Si on dit l'Apple Watch série 8 démarre à 1 000 €, ils ont perdu leur marché Apple Watch. Le marché, il est à 500 €. Hein. Ouais. Donc je pense qu'il y aura. Ça va coexister. Je suis assez d'accord. Mais bon, si la SE... est renouvelé et existe toujours au catalogue, ça fait toujours une entrée de gamme aussi. Oui. Mais tu auras 300, mais 500 c'est 300 à partir de 300 €. Ouais. Oui, c'est ça. L'Apple Watch 3, c'est 200, donc pour l'instant, jusqu'à présent, ils n'avaient pas été capables de fournir une Apple Watch SE à 200 €, quoi. François ? Ouais, mais pour conclure sur l'Apple Watch, souvenez-vous, il y a 1 an, on était tous là à dire de toute façon, on va avoir le droit au nouveau design, ça va être super. Il y avait eu toutes les fuites, tout était prêt, tout le monde était sûr qu'on allait avoir ce design d'iPad Pro et d'iPhone. Au final, on n'a rien eu. Elle est sympa, hein, l'Apple Watch Series 7. Hein. Moi, je l'ai au poignet. Voilà, l'écran est un tout petit peu plus grand, ça révolutionne pas la vie. Donc, l'Apple Watch, pour moi, c'est un des produits les plus complexes à anticiper et je sais vraiment pas ce qu'Apple va nous pondre la semaine prochaine. Et je pense que la surprise, elle se situera sans doute plus du côté de l'Apple Watch que du côté de l'iPhone. Ouais. On n'a pas dit un mot de WatchOS 9 tout à l'heure. Est-ce que le système est prêt pour la semaine prochaine ? Oui, il semblerait que oui. Ouais. Je l'ai en bêta, puisque tout d'un coup, quand on parle, je me dis finalement, oui, je vais passer mon Apple Watch en bêta aussi. Toi, t'es tout en bêta, toi, t'as fait le grand saut. Moi, bon, en même temps, je suis bêta, donc ça paraît logique. Mais ouais, non, honnêtement, ça tourne bien, j'ai aucun souci, ça plante pas. Par contre, c'est vrai qu'en matière de nouveautés, il n'y a pas grand chose. Ouais. Les petits trucs sympas, c'est du côté des activités, où il y a des nouveaux écrans au niveau de l'activité. Quand vous êtes par exemple, quand vous êtes en train de marcher ou de courir, vous pouvez avoir vos temps en intersection. Si vous répétez le même circuit plusieurs fois, il y a quelques petites nouveautés de ce côté-là. Ouais. Mais c'est pas révolutionnaire, je pense que les vraies nouveautés, on les aura sans doute liées au nouveau modèle. Bah oui, bien sûr. Bon, alors on va passer aux autres annonces. Alors, elles sont hypothétiques, elles sont possibles, elles sont optionnelles, elles sont pas sûres du tout. Tu as dit un mot des AirPods tout à l'heure, Ellie. Oui. Fabrice, François, est-ce que vous croyez à des nouveaux AirPods le 7 ? Et si oui, lesquels ? Fabrice ? AirPods Pro. Ça commence à faire pas mal de temps que les AirPods Pro sont sortis quand même. Ça fait quoi, 2 ans et demi, 3 ans ? Ouais, c'est ça. Ouais, donc
Ça va faire 3 ans. Certains, par exemple, qui les ont achetés au début, leur batterie commence à battre un peu de l'aile. Du coup, c'est le moment de sortir un nouveau modèle pour ça. Et puis, il y a eu de la concurrence qui sait faire aussi de la réduction de bruit avec une meilleure autonomie globalement, etc. Donc, en termes de vieillissement, là, les AirPods Pro sont plus au top par rapport à un certain nombre de concurrents. Et puis j'aurais envie de lier ça, je pense que Ellie va sauter dessus aussi, c'est que s'il y a des annonces musicales, il ne peut pas y avoir d'annonce musicale sans nouveau casque ou des choses comme ça, et j'ai envie de dire inversement, quoi. Ça va vraiment ensemble. S'ils veulent pousser en remettre une couche sur le spatial, sur le lossless, sur le machin, sur le bidule, je pense que ce serait aussi, on parle aussi beaucoup d'un nouveau protocole Bluetooth qui serait meilleur justement pour faire passer du lossless, des choses comme ça, et là il faut du matériel pour ça, avec une nouvelle puce, des choses comme ça. Donc ce qui est étonnant en revanche, c'est qu'on n'en entend pas du tout parler, quoi. Ouais, mais alors, quoi, ce serait une V2 des AirPods Max par exemple? Ouais. Alors il y a deux possibilités. On a beaucoup peur. Soit c'est un redesign, soit c'est une mise à jour firmware, hein. C'est pas exclu. Ouais. François? Moi, je crois plus à ce sera pas un redesign complet, parce que les AirPods Max sont sortis il y a à peine 2 ans. Ils étaient sortis, je vous le rappelle, au mois de décembre, décembre 2020. Sans doute peut-être plus une mise à jour. Il y aura peut-être une nouvelle puce, effectivement. Peut-être juste une mise à jour avec une nouvelle puce. On verra, mais c'est vrai que ce que nous indiquait Ellie tout à l'heure sur les ruptures chez les fournisseurs, ça tend quand même à prouver qu'il va y avoir de la nouveauté de ce côté-là. Ouais. À voir. En tout cas, nos grossistes qui peuvent pas trop nous dire ce qu'ils n'ont pas le droit de nous dire, ont l'air quand même de nous dire que ça va changer. Donc, voilà. J'adore cette phrase. Ils disent sans nous dire, mais ils nous le disent quand même. Est-ce qu'on pourrait avoir des AirPods 4 aussi, Ellie? Ou une mise à jour de firmware. S'ils avaient déjà incorporé des choses qui n'étaient pas prêtes au niveau de protocole ou autre, c'est pas impossible. Parce que les AirPods 3e génération, eux par contre, sont pas si vieux que ça. Non, mais j'ai l'impression que tu ne peux pas dire ce que tes grossistes n'ont pas le droit de dire, ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Ce qu'ils me disent pas d'ailleurs. mais en tout cas, ils ont l'air de nous dire que les AirPods vont changer. Ils disent les AirPods. Voilà. Ouais, pour les AirPods Max, moi je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais les AirPods Max, j'ai l'impression qu'ils souffrent d'un syndrome HomePod. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent en disant c'est formidable, c'est super, machin, mais ça coûte 600 balles. Et ils en ont quand même pas vendu des tonnes. Oui, voilà. Donc, sur Amazon. Oui, non, très bien, mais ça reste super cher, et tout le monde fait référence à ça en disant que la réduction de bruit, elle est formidable, mais en termes de qualité sonore, c'est pas mieux que c'est du Bluetooth, quoi. Du coup, donc ça va pas. C'est trop sophistiqué pour le prix, et je trouve que ça ressemble vraiment au HomePod, et ça milite pour des AirPods Max 2 qui soient un petit peu simplifiés, quoi. Ouais. Bon, tu parles en plus, il y a 2 gros défauts qui doivent absolument corriger dans les HomePod Max, surtout à ce prix-là. Le premier, c'est qu'on n'ait pas une façon de vraiment connecter un câble qui désactive en fait la correction automatique d'Apple, donc quelque chose qui permette vraiment de passer la musique telle qu'on la veut. On dit, ok, si je branche le câble, ça veut dire Apple comprend que je veux passer la musique pure, pas que tu me la travailles. Et deuxièmement, il y a un énorme problème, c'est quand tu es dans la rue, parce que l'isolation sonore, elle est géniale pour toi, mais quand tu parles au téléphone avec quelqu'un dans la rue, ton correspondant, il entend tout ce qui se passe dans le quartier. C'est pas du tout isolé, contrairement aux AirPods Pro. Donc, c'est impossible de parler avec quelqu'un au téléphone avec des AirPods Max. Et ça, c'est vraiment... Quand on a des AirPods Pro et qu'on a comparé... Mais les AirPods Pro sont 1000 fois meilleurs pour parler au téléphone, quoi. Ouais, bon, j'attends de voir quelqu'un dans la rue parler au téléphone avec des AirPods Max, mais... J'en connais. Et pas se les faire piquer. T'es à Nice, on le rappelle. Voilà, c'est ça. Bon, tu évoquais le HomePod, le syndrome HomePod, Fabrice. Et le HomePod, ça pourrait être un des sujets de la keynote aussi. Si on parle de son et si on parle de lossless et de musique classique, là, du coup, le HomePod mini ne suffit pas
Le HomePod mini, c'est formidable. C'est pour le son que ça produit pour la taille, et c'est très très étonnant, c'est excellent. Mais pour aller au-delà, les HomePod, les premiers étaient meilleurs, mais donc ils coûtaient 350 €. Il en fallait 2, c'est trop cher, ça n'a pas marché. Donc peut-être qu'ils pourraient revenir avec des HomePod. Alors ce serait pas mini, ce serait, je sais pas, HomePod Max justement, mais qui coûterait 250 € au lieu de 350. Ça changerait tout quand même. Ouais. Et donc ce serait quoi la différence en dehors d'un prix revu légèrement à la baisse? Connaissant le prix, Apple, 199. 250 €, ce serait bien. Oui, mais on en termes de aussi... produits, qu'est-ce qui ferait différemment? En termes de produits, on a évoqué plusieurs fois une barre de son peut-être qui serait qu'on pourrait mettre sous sa télé, liée à l'Apple TV, donc on va évoquer aussi tout à l'heure. Pas à ce prix-là, pas à 250 €. Non, et ça c'est pas. C'est pas prêt pour. Non. Mais pas à ce prix-là. Je pensais, moi, je pense que je fais plus, c'est plus un souhait de ma part qu'autre chose. À le retour d'un HomePod qui soit pas mini et qui puisse tenir un peu plus la distance dans une grande pièce et avec un peu plus de coffre, par exemple. La barre de son, si Apple en fait une, ce serait plutôt 4 ou 500 € parce que il y aurait un micro dedans, il y aura peut-être une caméra pour faire du FaceTime et du SharePlay, naturellement, que tout le monde a envie de faire sur sa télé. Des choses comme ça. Mais ça, c'est pas du tout... on n'en a pas finalement du tout parlé pour l'instant. Ouais. Ça a été évoqué une fois ou deux, puis finalement, pour l'instant rien. Mais ce serait un super One More Thing aussi. Hein. Ouais. François, toi qui as 2 HomePod chez toi, comment tu vois ce HomePod éventuel 4, pardon. Comment tu vois ce HomePod éventuel, le revival du HomePod, peut-être dans quelques jours? Ouais, je pense que effectivement c'est un produit, tout le monde a dit il est magnifique, mais c'est vrai que il était quand même très cher quand il est sorti. Il est d'ailleurs toujours cher en occasion, parce que finalement il est quasiment plus cher maintenant en occasion qu'il l'était en neuf il y a quelques mois, depuis qu'il est plus vendu par Apple. Je pense qu'effectivement un prix aux environs des 200 €, c'est quelque chose qui tiendrait beaucoup plus la route, 200-250. Après, c'est vrai qu'au niveau du design, à mon avis, on va rester sur quelque chose qui ressemble quand même beaucoup au HomePod mini, parce que ça reste quand même le design qu'on attend du côté du HomePod. Moi, j'ai du mal à croire à un HomePod avec une caméra. Vous vous souvenez du super produit présenté par Facebook, Portal? Est-ce que vous en voyez beaucoup chez vos amis ou dans vos familles? Non, je crois qu'ils l'ont arrêté d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. Donc je suis pas convaincu moi de ce côté-là. Par contre, qu'on gagne quelque chose de très intuitif entre le HomePod et l'Apple TV. Moi, c'est vrai que j'ai relié mon Apple TV 4K à mes HomePod, et c'est vrai que dès que j'allume l'Apple TV, en fait, automatiquement le son sort dessus, et c'est vrai qu'on a quelque chose qui est très pratique, qui est très intuitif. Maintenant, moi, si j'avais quelque chose à demander à Apple, c'est de faire des progrès au niveau de Siri, parce que je trouve que Siri... le HomePod est un super engin, mais si seulement Siri comprenait dans 99,9% des cas ce qu'on lui demande, ce serait super. Je sais que je suis plus, hélas, raccordé à Internet par la fibre, et je sens que depuis qu'on est en ADSL, ça capte quand même beaucoup moins bien, et que Siri, le temps que les interrogations se fassent, ça rame, mais malgré tout, Siri tape quand même souvent à côté, et donc c'est bien de nous sortir des nouveaux HomePod, du son qui donne bien, mais si on pouvait avoir un assistant vocal qui tient la route, ce serait encore mieux. On a entendu dire aussi que ces nouveaux HomePod pourraient avoir un écran différent, de meilleure qualité, mais plus parlant. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des choses qui pulsent, il pourrait y avoir un peu des informations. Peut-être, si on osait rêver, la pochette d'un album, ou des informations sur la musique qui passe. C'est-à-dire un écran qui soit vraiment plus interactif. Un écran de contrôle, quoi. Oui. Avec Fontro. On sait qu'Apple a fait l'acquisition d'une start-up qui était spécialisée dans les catalogues de musique classique. Et depuis, on attend la version musique classique d'Apple Music. Ça s'appellerait Apple Classical. C'est peut-être pour la semaine prochaine. Ben, ça serait tellement logique. Parce que musique lossless, on est dans un paradoxe où en fait Apple a sorti une musique de très haute qualité et aucun de ses écouteurs ne permet de l'entendre avec la qualité lossless. C'est vraiment un paradoxe. Hein. Donc à un moment donné, le lossless,
c'est très bien pour écouter du rap. On n'a pas besoin de lossless, hein, ça fait tellement de bruit que de toute façon on s'en fiche. Mais pour écouter de la musique classique, les subtilités d'un violon, etc. Là oui, lossless. Alors pour envoyer des messages à Ellie, c'est @Ellie06 sur Twitter. Hein, si c'est à lui hein, que vous écrivez, c'est pas à nous. Hein. Bon, désolé pour le rap. Tu veux qu'on te passe NTM avec Laisse-moi zoom zoom zem dans ma Benz 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 ou comment ça se passe On peut si tu veux, il n'y a pas de souci. Bon, je reprends la liste des éventualités de cette keynote du 7 septembre. Un nouvel Apple TV. Là, pourquoi on est dans pas le capillotracté, là. Ouais. Parce que l'actuel a oui, quoi? Là aussi, c'est parce qu'on a envie. L'actuel a 1 an. On aimerait. Donc il n'est pas très vieux, l'Apple TV 4K 2021. C'est pour ça que je n'y crois pas. Ouais. Bon, de notre côté, ils sont assez toujours pareils aussi. François? Non, mais je dis qu'ils s'en foutent, parce qu'honnêtement, je vois pas trop, là, actuellement, qu'est-ce qu'Apple pourrait proposer en plus-value pour l'instant. Pour moi, la prochaine Apple TV qui pourrait être intéressante, ce serait une Apple TV avec cette barre de son qu'on évoquait il y a 3 minutes, quoi. Là, il y aurait un vrai gros intérêt et une vraie plus-value. Ouais. Maintenant, à mon avis, ce qui nous fera peur à ce moment-là, c'est le tarif, parce que vous disiez 400, 500 $, à mon avis, on sera beaucoup plus. Quand on voit les barres de son qui sont proposées, par exemple, comme Sonos, l'entrée de gamme est à 500 € et le modèle plutôt haut de gamme est plutôt à 1000, quoi. Donc, à mon avis, pour du Apple, on serait plutôt à 1200, 1300. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bon, est-ce qu'il y a un accord avec Tim Cook pour qu'il me sorte pas ça tout de suite, parce que je n'ai pas amorti encore mais mon système de son. Pas question que je dois m'en acheter un autre. Bon, est-ce qu'il y a un autre produit que vous estimez plausible à la keynote du 7 septembre qu'on n'a pas encore cité? Non. Donc si je vous parle de casque de réalité mixte ou augmentée, d'Apple Glass ou d'Apple Car, vous me riez au nez. Exactement. Oui, mais on le fait discrètement parce qu'on est poli, mais sinon, oui. Le Far Out peut pas du tout faire référence au casque? Non, parce que c'est vraiment l'événement iPhone. Donc, tu peux pas faire un truc qui ferait waouh et qui mettrait l'iPhone dans l'ombre. C'est pas possible. Oui, si on était surpris. Non, on le serait véritablement, mais... Non, mais tu sais, les journalistes américains, hein, je ne parle évidemment pas des journalistes français, ont une bande passante très limitée pour les informations. Si tu leur sors 3 grands produits, ils vont parler que d'un. Hein. Donc, les 2 autres vont passer à la trappe. Donc, non, Apple sait très bien faire ça. Bon. Ce serait vraiment très étonnant, mais là, j'y crois pas une seconde. Bon. Pas de pièce pour ça. Ok, bon bah voilà, je crois qu'on a à peu près posé toutes les hypothèses pour cette keynote du 7 septembre. Je vous rappelle qu'on pourra la suivre en direct ensemble dès 18h30 sur iWeek.news. Et ben, on compte évidemment sur votre présence. Allez, on marque une toute petite dernière pause et on va terminer cet épisode de rentrée avec nos coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur de la semaine. Ellie, on va commencer par toi, tiens. Tu dis que c'est même pas ton coup de cœur de la semaine, c'est ton coup de cœur du mois ou même de l'été. Oui. Alors, c'est un documentaire, un film documentaire que j'ai découvert par hasard sur Canal, mais qui se trouve aussi sur Amazon Prime. Donc, vous avez le choix entre Canal et Amazon Prime, et qui s'appelle General Magic. Et General Magic, peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est une entreprise qui était en fait une spin-off d'Apple, une filiale d'Apple. Dans les années 90, en fait, toute l'équipe qui avait créé le Mac original s'est retrouvée dans un nouveau projet parce que un employé d'Apple, un visionnaire, il y en avait d'autres à part Steve, à l'époque, en plus Steve était parti à ce moment-là, avait déjà imaginé, début des années 90, l'iPhone, le téléphone connecté avec un écran, etc. Et donc, il se baladait dans les couloirs d'Apple et il poursuivait John Sculley tous les jours ou toutes les semaines à chaque réunion avec une sorte de classeur de 800 pages qu'on voit dans le film, un truc énorme, où il y a les diagrammes, les fonctionnalités, etc. Et en disant, il faut qu'on fasse ça, ce sera le prochain produit d'Apple, le prochain remplacement, mais il ne faut pas que ce soit Apple qui le fabrique. Et donc, Sculley, on avait tellement marre de l'entendre répéter ça qu'il a fait une spin-off, donc une société complètement financée par Apple, mais dans un autre bâtiment. Et ils se sont retrouvés là-dedans,
tous les génies qui ont créé l'iPhone. Ils sont tous là. Donc, on trouve Bill Atkinson pour le graphique, on trouve Andy Hertzfeld, on trouve les deux filles qui sont occupées des fonds de graphique qui ont fait une exposition à Lyon récemment, dont j'ai oublié le nom. Suzanne. Elles étaient là, Suzanne Kerr, je crois. Et ouais. Il y a aussi... bon, bref, il y a trop de noms qui me viennent à l'esprit. Et donc, ils ont créé une sorte de start-up qui ont démarré en fait dans un bâtiment. Ils étaient tous assis par terre, il n'y avait pas de chaises, etc. Et ils ont commencé à créer un produit avec des technologies qui n'existaient pas. Et donc, ils ont tout inventé. Nous raconte pas tout, l'USB. Nous raconte pas tout. Voilà. Non, ça, je parle de technologie. Bah oui. Et d'autres choses. Et donc, c'est un film qui est passionnant. Il se passe plein de choses. Alors, je n'en raconte pas plus, mais je l'ai regardé 2 fois de suite, tellement j'ai aimé. Ça parce sent. qu'en plus, il y a tous ces gens-là que j'ai côtoyés à cette époque-là qui maintenant parlent en 2021, quand le film a été tourné, de ce qu'ils sont devenus et de ce qu'ils ont fait à l'époque. Et c'est vraiment un moment magique que je conseille à tout le monde. Voilà, General Magic, donc tu l'as dit, sur Canal et Amazon Prime. Fabrice, ton coup de cœur de la semaine, tu hésitais tout à l'heure. Ouais, alors je vais faire plutôt détente pour parler rapidement. Allez, une fois de plus, je vais vous parler d'un jeu sur Apple Arcade. Ah. Ça sert à quelque chose, Apple Arcade. Moi, je joue avec. Et donc, est arrivé Jetpack Joyride 2. Donc, il y a une ressucée d'un jeu sur l'App Store qui a bien marché il y a plusieurs années de ça, qui est un jeu à défilement horizontal. On a un petit personnage avec un jetpack, donc qui peut s'envoler un peu et qui doit tirer sur tout ce qui bouge. C'est vachement drôle, c'est facile à jouer. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour faire monter son bonhomme et de lâcher le doigt pour le faire descendre, et puis il faut éviter des pièges, etc. Moi, je m'éclate avec ça. C'est un jeu facile, on peut jouer quelques minutes. C'est donc sur Apple Arcade, et donc précipitez-vous sur Apple Arcade, voilà. C'est vachement bien. C'est pour ça que tu as des cernes, tu as joué toute la nuit, j'ai compris. D'accord. François, est-ce que tu as un petit coup de cœur ? J'ai un petit coup de cœur clin d'œil. Je tape souvent sur une marque américaine qui fabrique des logiciels de création. Je ne sais pas si vous connaissez Adobe. Pour une fois, je vais tirer un coup de chapeau. J'ai eu un petit bug dans le cadre de mes installations et j'ai fait un chat et miracle chez Adobe. J'ai pu parler à quelqu'un qui a su me renseigner et qui m'a permis de régler mon problème de manière très rapide. C'était un Français, un Normand, donc pourtant il partait mal, mais c'était un Français malgré tout, donc c'est bien. Juste petit tacle au Normand pour la vanne. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup critiquer Adobe sur sa politique tarifaire et sur pas mal de choses, mais voilà, pour une fois, bravo, au moins on avait un vrai chat avec quelqu'un au bout et en quelques minutes mon problème a été solutionné, donc bravo au chat d'Adobe. Bah merci François. Et moi, mon coup de cœur, en fait, c'est un petit coup de gueule. J'ai eu la chance de passer tout près de l'Apple Park cet été. J'allais à l'Apple Park, je m'en suis approché autant que possible, mais les arbres qui ont été plantés à la création du site ont poussé. Et si on n'est pas invité à l'Apple Park pour un événement type WDC ou la keynote du 7, ben en fait on voit à peine l'Apple Park quand on en fait le tour. Et je suis allé au Visitor Center, au fameux Apple Store de l'Apple Park. On est à quelques dizaines de mètres de l'Apple Park et on n'en voit rien. Et il n'y a aucun moyen de le voir réellement. On a juste dans l'Apple Store une salle des maquettes un peu comme celle dans Indiana Jones. Sauf que celle-ci est en réalité augmentée. On nous distribue des iPad Pro et on a cette grande maquette de l'Apple Park et des différents sites, notamment le Steve Jobs Theater, etc. Et on peut en réalité augmentée soulever les toits, entrer à l'intérieur, se balader comme ça virtuellement, mais c'est quand même très très frustrant d'être aussi près
et de pas pouvoir s'en approcher plus. Donc bravo pour la maquette, mais venir d'aussi loin et ne même pas pouvoir l'apercevoir, c'était vraiment un peu frustrant. Moi, j'allais te demander si tu avais réussi en soulevant le toit de trouver la salle des processeurs de John Strugi. Mais... Non, j'ai pas cherché la salle des processeurs de John Strugi. Mais la salle des maquettes est assez impressionnante et il se trouve que le jour où j'y étais, c'est-à-dire le 15 août, en fait, c'est le jour où ils l'ont réouverte. Elle était fermée depuis le Covid, en fait, depuis février 2020. Et j'ai découvert en y étant qu'elle réouvrait ce jour-là. Donc c'est vrai que pour ça vaut le coup si vous êtes dans le coin et si vous avez envie de vous approcher de l'Apple Park, allez à l'Apple Store et allez dans cette salle de la maquette qui est à l'extrémité droite. C'est vrai que ça c'est plutôt sympa à faire. Et puis n'oublie pas que tu peux acheter un t-shirt maintenant en une seule couleur, voilà. À un seul prix. Voilà, exactement. D'ailleurs, puisque j'étais à l'Apple Store, j'ai fait quelques images que je vous montrerai la semaine prochaine avant le début de la keynote. Donc soyez avec nous dès 18h30 sur iWeek.news. Voilà, c'est la fin de cet épisode 101. Le premier de la saison 3, c'était vraiment super chouette de vous retrouver. Fabrice Neumann, Elia Bitbol, François Le Truédic. Grand plaisir, mes amis. Partagez. Oui, grand plaisir. Partagez. On va faire une petite bise à Gilles qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et comment qui nous écoute sûrement, qu'on salue et qui va, j'espère, nous rejoindre bientôt. Absolument, et ne serait-ce que dans la quotidienne iWeek ce vendredi. On vous donne donc rendez-vous le 7, mercredi de la semaine prochaine pour vivre avec nous cette keynote iPhone 14 et Apple Watch série 8, entre autres. Je vous rappelle les bons réflexes à avoir. D'abord, pour nous suivre, une seule adresse, un seul compte Twitter @iWeekNews. Rejoignez la communauté iWeek sur Patreon à l'adresse patreon.com/iWeek. La quotidienne iWeek, c'est du lundi au vendredi, podcast quotidien et gratuit, disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, suivez-nous, ça ne vous coûtera donc rien, c'est quand même formidable. Et puis voilà, vous avez toutes les infos. On vous dit bonne fin de semaine, à la semaine prochaine. Passez du bon temps, un bon week-end, une bonne rentrée. Et puis rendez-vous pour la première keynote le 7 septembre. Salut à tous, bye bye. Salut à tous, bye bye, bonne rentrée. Ciao. Salut.